Tous les produits sont là? Oui, monsieur le directeur. Bon, alors je vais commencer. Alors pour l'inspiration, musique. Unique. C'est un garçon qui ressemble à personne. Un immense acteur, un être que j'aime infiniment. C'est le talent immense. Génie. Génie comique. La merveille des merveilles. L'homme est l'acteur le plus charmant avec lequel j'ai jamais travaillé. Il était gentil, il faisait un mouron. Il était assez taciturne en coulisses, c'était très curieux ça. Il était énervé après des tas de choses. Il était au fond, c'était un anarchiste, de droite, mais un anarchiste. Un vif, un nerveux, un méchant, un teigneux. Et vous vous foutez de moi, l'enchaînement, hein? Lui, il devait représenter le côté râleur que le Français a. C'est un homme terriblement inquiet. Il était très exigeant. Travailler avec Louis de Funès, c'était très dur. Il n'acceptait pas qu'on ne travaille pas autant que lui. Il fallait pas lui demander de faire 2 fois la même chose. Fallait payer content avec Louis. Il aimait pas les gens qui payaient pas content. Il était un révolté permanent. Oui, il piquait des colères. C'était le patron sur le plateau, bien évidemment. Heureusement, Voilà. Il avait un caractère épouvantable avec les cons. Ah, mais c'est fini, j'en reviendrai plus. Hein. Sur cet homme à la réussite exceptionnelle, on a tout dit, et son contraire. Mais qui était réellement Louis de Funès? Le 31 juillet 1914 naît Louis-Germain David de Funès de Galarza, d'un père espagnol fantasque et d'une mère andalouse au sang chaud. Il a 5 ans quand sa mère commence à lui donner des cours de piano. La musique bercera son enfance, heureuse et malicieuse. Le petit Louis aime faire le pitre pour amuser son frère et sa sœur aînée. Et à l'adolescence, après des études moyennes, il s'improvise apprenti fourreur, apprenti photographe ou apprenti comptable, mais finit toujours par se faire envoyer. Après un premier mariage et un enfant, il rencontre en 1942 Jeanne Barthélemy de Maupassant, pianiste classique et elle aussi férue de jazz. Oh, Madame la Comtesse. C'est le coup de foudre. Ils se marient la nuit suivante et auront 2 enfants. Ma biche. Après des années d'occupation allemande, la vie s'organise tant bien que mal. Louis de Funès cherche du travail et accepte tous les petits boulots qui s'offrent à lui, comme dessinateur industriel ou même chef étalagiste. Mais le virus de la comédie le démange. Je l'ai rencontré au cours Simon. Je me souviens, il était tellement pauvre qu'il n'avait qu'une seule pièce, du côté de la rue Murménil en haut. Là. Et il avait déjà 2 enfants. Il se débrouillait, quoi. J'ai fait tous les métiers, mais je vous laisse comédien. J'étais pianiste dans les bars, dans les boîtes de nuit. Mais je vous laisse comédien. Il en parlait sans arrêt. Il connaissait les films par cœur, il connaissait les gags. Je me souviens de son film culte, c'est un film américain qui s'appelait Elsa Poppin. Et alors il connaissait le film par cœur. Et il parlait beaucoup de ça pour un pianiste qui souhaitait rester pianiste toute sa vie. C'était quand même un type qui connaissait bien le métier et qui était fou de gags, les trouvailles. Il trouvait des gags sans arrêt. Les débuts s'avèrent difficiles. Pendant plusieurs années, Louis de Funès connaîtra la galère, enchaînant silhouettes, figurations et petits rôles au théâtre comme au cinéma. Il se fait remarquer à la Tomate, où il officie notamment aux côtés de son complice Jean Carmet, dans le journal de Jules Renard. On peut déjà deviner son comique visuel naissant. Ses recherches dans l'attitude, l'expression et le jeu contiennent les prémices de son personnage. Il tournait autour de Branquignol beaucoup, parce qu'on avait déjà créé Branquignol au Théâtre La Bruyère. Il venait un petit peu autour de nous, et il était pianiste à ce moment-là dans une rue Pigalle. Il avait mangé de la vache enragée. Il jouait 5 à 6 heures d'affilée. J'ai des copains qui font ça, ils font 2 heures, ils n'en peuvent plus. Lui, il faisait 5 à 6 heures d'affilée. Quand on allait le voir, il nous faisait des blagues dans le coin quand il pouvait un peu.
Et puis, moi je lui ai dit, moi je veux bien écrire un spectacle pour toi. Et j'ai écrit Les Belles Vacances pour lui. Qui a explosé à ce moment-là, tout le monde a dit, mais on l'a joué 883 fois, Les Belles Vacances, et il était remarquable dans Les Belles Vacances. Dans le film aussi, d'ailleurs, il est bien. On ne voit que vous ici, vous êtes. Vous croyez? Oh là, je crois pas, j'en suis sûr. Ah oui, non, mais non, moi j'aurais désiré passer inaperçu. Il trouvait des choses aux répétitions, en travaillant. Il découvrait des choses. Moi, j'ai le souvenir qu'avec Robert, il fichait le camp au fond de la scène. Ils se parlaient tous les deux. On les voyait qui se marraient comme des bossus tous les deux. On disait, mais qu'est-ce qu'ils se disent? Et puis, ils revenaient. Ils avaient trouvé un truc. Ils le rajoutaient. Mais quand c'était réglé, c'était réglé. C'est qu'il a créé les moines. On parle des moines. Il a tout créé. Il a tout fait lui-même. Il est fabuleux. Fabuleux. C'était pas l'homme qui arrivait et que tout était fait. C'est l'homme qui arrivait et qui, au fil de la répétition, au fil des scènes tournées, il trouvait de plus en plus. Et ça devenait des fois gigantesque. Robert a peut-être aidé, pas aidé Louis, parce qu'on n'avait pas besoin d'aider Louis, mais il lui a fait approfondir, parce Robert a été élevé en Angleterre, et il avait une adoration pour ces comiques-là, comme Harry Langdon, ou Buster Keaton, ou Harold Lloyd. Il avait un amour pour ces grands comiques muets. Pour lui, c'était ce qu'il y avait de plus beau au monde, d'arriver à faire rire comme ça. Et peut-être il en a beaucoup parlé avec Louis, parce que Louis aussi a aimé parler le moins possible. Il voulait un pur comique, inspiré des grands comiques du muet. Il ne voulait que ça, il ne voulait absolument parler le moins possible. T for two, and two for two, And me, and you. Are you? You are? Yes. Happy? Glad. Je me rappelle ce petit patronage où j'étais sur les bancs, il y avait M. le curé qui projetait des films de Chaplin uniquement, et on riait alors que je déployais, c'était fantastique, tous ces petits films, enfin ces films de court-métrage. Et j'ai passé ma vie au point de vue cinéma bercé par Chaplin, par Laurel et Hardy aussi, par tous ces grands, mais Chaplin. J'ai appris le timing. Je crois que c'est le mouvement d'un film, le mouvement. C'est-à-dire aller vite, il n'y a pas de creux, il n'y a jamais de creux, pas de blanc. J'ai appris ça. Je ne peux pas dire qu'il était proche d'une école ou d'une autre. Il avait un tel univers à lui, parce qu'il était drôle dans la voix. Il était drôle dans sa façon de dire les choses. Il était drôle dans sa façon de changer de registre. Et nous, Guesclin, que veut-on roi de France? Nous faire suer Dieu sait quel joueur? Nous mener noyer comme chien galeux? J'étais stagiaire à la mise en scène dans Du Guesclin et je l'ai vu jouer ce chef des grandes compagnies espagnoles. Et il disait à Du Guesclin... Je connais l'Espagne. C'est un pays sec, comme un nombril de couleuvre. Avec l'accent. Et en fait, en prenant l'accent, il reprenait l'accent de sa mère, dont il m'avait raconté qu'elle était sa répétitrice quand il apprenait les textes classiques. Mon professeur de comédie à son insu, fut ma mère, qui était terrible. Ma mère, c'était ça, mais multiplié par je ne sais pas combien. Rémy était un petit enfant, dans l'expression. Ma mère, moi, je suis un marbre, comme figurier.
Elle apprenait des colères, mais des colères feintes, souvent. Elle était faucheton aussi, elle apprenait des colères feintes. Ça, c'était un personnage très, très truculent, très drôle, très amusant. Et malgré moi, comme j'étais gosse, je la voyais tout le temps, j'ai enregistré tout ça, et c'est inépuisable. Je puise toujours dans l'histoire de ma mère, moi, tout le temps. Elle était espagnole, avec des colères, que j'avais tatoué, que j'avais doué, t'es droit, des choses comme ça. Ouais, elle me dit, comment tu dis? Et comment tu dis? Et pendant ce temps, avec sa main, elle cherchait une poire ou quelque chose, une pomme ou une morceau de tarte. Comment? Paf! Je le voyais venir. Mais elle avait des éclats, des colères, et je crois que j'ai appris ça. Mon personnage, peut-être avec ma mère, je l'ai trouvé. Réveillons! Vous demandez de désigner vous-même l'homme qui régnera sur vos tous, en vous remerciant à l'avance de ce choix qui m'honore, qui me flatte, et dont je serai digne. Bon, si vous l'écoutez bien jouer la comédie, vous verrez comme c'est musical. La 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 la, taille, la 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 la, taille, taille. Parce qu'il y avait des moments où ça partait en scherzo, où ça partait en vivace, ou puis il y avait des points d'orgue. Merci les chefs, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Non, bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien, ça c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux, de l'orgueil, mon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. C'était, je crois, même la clé de sa façon de jouer la comédie. Même si la comédie a pris le pas sur le piano, Louis de Funès court toujours le cachet et multiplie les petits rôles et les doublages. C'est une période de vache maigre et enragée, mais il a la chance de croiser de grands acteurs comme Fernandel. Il était un acteur de troisième plan, je dis même pas de second, de troisième plan, mais qu'on remarquait beaucoup parce que il avait une certaine drôlerie, on le remarquait bien. Donc voilà, face à face, Fernandel, le laveur de vitres, et De Funès, le directeur des pompes funèbres. De Funès, professionnel déjà et méticuleux, venait tous les jours me dire « Henri, est-ce que ce costume va bien ?» Alors on mettait au point son costume, c'était un costume strict, très bien. Le lendemain, il est venu me montrer sa cravate. Le surlendemain, il est venu me montrer enfin des petits objets qu'il avait autour de lui. Il était très très méticuleux. Et enfin, 2 jours avant le tournage, il vient me voir et il me dit « J'ai une petite idée, est-ce que je peux avoir un tic ?» Je lui dis « Ça dépend lequel, qu'est-ce que tu as trouvé ?» Il me dit « Si à la fin de chaque phrase, je faisais ça. » De l'arquebuse. Je lui dis « Très très bien. » Le jour du tournage arrive, et la scène commence entre les deux, et De Funès lui dit « Alors, comment ça va ce matin ?» Et Fernandel le regarde et lui fait « Très bien. » C'est-à-dire qu'en reprenant le titre de De Funès, c'est lui qui enlevait tout l'effet. Je vois De Funès blêmir, je coupe la prise, je prends Fernandel à part, et très gentiment je lui dis « Fernand, tu joues les 5 frères. Tu joues le père. À un moment donné, tu es 6 fois à l'écran. Il a 12 minutes. Laisse-lui. Il me dit, mais je ne comprends pas ce qu'il a dit. Il ne comprend pas, non, sûrement. Il avait parfaitement compris. À la vôtre. À votre santé. Qu'est-ce que c'est? C'est du vitriol. De l'arquebuse. Pour les veuves qui s'évanouissent. Il vaudrait bien les donner au mari. Ça les ferait revenir. Fernandel m'a beaucoup aidé. Il m'a fait démarrer dans des petits rôles avec lui, puis des rôles un peu plus intéressants. Mais enfin, j'ai pris des grandes leçons en voyant Fernandel tourner. Quand on avait dit, il vous met toujours dedans, moi j'ai toujours été très, c'est à moi de parler, je disais pas, et puis c'est fini. C'était un très grand maître. Si vous rameniez tous ces billets à la maison, pensez-vous que votre femme serait contente? Si elle serait contente. Oh, malheureux. Ben voilà, ces billets, ils sont pas à moi. Si vous le voulez bien, ils sont à vous. On le retrouve là, il a tout ce qui va devenir après.
Entre 1954 et 1956, il tourne dans 25 films et rencontre les grands comédiens du moment, dont il n'est pour l'instant qu'à faire valoir. Mais la roue tournant, il retrouvera certains d'entre eux et jouera avec eux sur un pied d'égalité. Monsieur Janvier, maintenant qu'on est copains, si on me demande des renseignements sur votre cochon, d'où vient-il? Monsieur Grandgilles, je m'en remets à votre destin. Et pour le reste, à la grâce de Dieu. Mais pensez à ce que j'ai fait pour vous. Tenez, un petit paquet de gauloises là pour le trajet. Il en manque que 2. Et il lui donne des cigarettes maintenant. Oh! Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Je veux 2000 francs, nom de Dieu, Janvier! Janvier, 2000 francs! Rien du tout! Je lui casse la gueule! Janvier, je veux 2000 francs, Janvier, 45 rue Polimo! Oui, on le sait! Plus un franc, plus un sou! Mais laissez-moi le descendre! Janvier! 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 Mais c'est le théâtre qui offre à Louis de Funès des rôles à la mesure de son talent. Tous les soirs, les rires du public le galvanisent, notamment dans La puce à l'oreille de Georges Feydeau. Pof! Encore! Pof! Qu'est-ce que vous dites? Animal! Allez, monsieur! Mais monsieur, mais enfin, mais lâchez! Mais je suis monsieur Chambise! Monsieur Chambise, directeur de la Boston Night Company. Voilà! Il est sous! Il est complètement sous! Monsieur, vous recevrez mes témoins. Ah oui! Bien sûr, vous faites témoins! Tiens! Moi, j'étais presque tous les soirs dans la salle, parce qu'à l'époque, j'étais fiancé à Pierre Mondy, et après le spectacle, il me demandait, Louis, ça allait ce soir? J'étais bien? Oh, si, oui, t'es formidable. Voilà un grand comique qui se faisait une bille tout le temps. Oui, il était affolé, parce qu'il était très précis, de Funès. Tout était très réglé chez lui, ce grand comique. Et Robert, l'amoureux, avait une façon d'improviser des petites phrases. Et ça rendait fou Louis, qui venait dans Malheur à l'entracte. Xavier, il a encore dit ça, c'est pas dans le texte. Mais je dis que ça peut vous foutre, c'est drôle, il est drôle, c'est beau, c'est bien. Et je le consolais à tous les entractes. Le pauvre. Il était gentil, il faisait un mouron. Avant le lever de rideau, je suis toujours un quart d'heure sur la scène d'abord. C'est pas ça qui m'avait appris ça. Tout seul? Oui, tout seul. Je regarde, je trouve des clous, des machins, je trouve un tas de choses par terre. On évite de se mettre dans les pieds après. Et puis à l'entracte, rester calme aussi, pas les blaguer. Parce que souvent on peut rire et être distrait de ces blagues. C'est forcé, quand vous avez l'habitude de faire rire à chaque fois que vous ouvrez la bouche, si un jour quelqu'un ne rit pas, ils sont malades. Ils sont très perturbés. C'est abominable. C'est plus facile de faire pleurer que de faire rire. J'en peux plus. Il y a des jours, on peut, et là, je ne peux pas. Louis, c'est très curieux, a toujours eu beaucoup de trac, la peur, le stress. Et même à la radio, il avait cette appréhension et il butait dans les mots par timidité. Donc, comme je lui donnais la réplique, il a fallu qu'on reste pour qu'il achève son jeu. Yves Robert offre à Louis de Funès un premier rôle avec Ni vu ni connu. Si ce film n'est pas un franc succès, les critiques le saluent alors comme l'un des meilleurs comiques du moment. Mais ici, pour le camp. C'est un rôle qui lui convenait, je crois, particulièrement parce que Louis est un homme de la nature. C'est extraordinaire. C'est le meilleur pêcheur à ligne que j'ai jamais vu. 54! 54. Il y avait une scène où je tape du pied, 1, 2, 3, paf, je retirais un poisson comme ça à chaque fois. 54! 54. Oui. Ça, c'est sûrement une idée à toi, non? Oui, mais en connivence avec Oui, Robert. 54! Oh! 54! Belle pièce. 26! Attendez. 54. Un comique qui est d'une sensibilité, d'une sincérité très étonnante. Il y a des plans, par exemple, dans ce film, je me souviens toujours avec Claude Sautet, ça nous avait beaucoup frappé. Où simplement il a à se retourner, à faire quoi? Comment? Ou à pousser une petite porte comme ça et à regarder. Au milieu du plan, il disait, non, je coupe, pardon, excuse-moi, je suis pas sincère.
pour un regard, parce que il faut qu'il soit habité d'une vraie sincérité pour jouer la comédie. Je suis minutieux dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, j'aime beaucoup le public et j'aime beaucoup donner des... Attendez, quand j'étais gosse, je voyais par exemple, je voyais pas une télévision bien entendu, mais je voyais une voiture, je voyais un objet. J'avais l'impression qu'aucun être humain y avait touché. Je dis, c'est pas possible, c'est pas un homme qui a fait ça. Et je voudrais maintenant faire un travail aussi bien fait, ça va tout le temps rester, aussi bien fait, aussi minutieusement fait. Un travail d'orfèvre, j'essaie. Ça me coûte rien d'essayer. Avec Oscar, Louis de Funès va prendre le public au collet pour ne plus le lâcher. Si sa carrière cinématographique ne décolle pas, il retrouve la troupe des Branquilloles en 62 pour La Grosse Valse. Un orchestre, 40 comédiens, des moyens jamais mis en œuvre dans un théâtre parisien. Robert Derry et Colette Brossé ont concocté un spectacle sur mesure pour Louis, qui ne quitte pas la scène et virevolte dans un exercice marathonien qui tient autant de la danse que du match de boxe en 30 rounds, et cela pendant près de 2 ans. On avait une scène dans La Grosse Valse qui durait 15 secondes. Il disait à Grosso, bon, vous allez surveiller, vous ouvrez les yeux, alors Grosso ouvrait les yeux, et vous ouvrez les yeux, il les ouvre mieux que vous me montrez. Bon, c'était tout. Et au bout de 3 mois, la scène durait 10 minutes. On improvisait, et comme moi j'avais fait du cabaret, et Grosso aussi bien sûr, on n'avait pas peur de l'improvisation, on improvisait, alors il était au bonheur. Et il y a certains soirs, il arrivait, il me disait, je vous en ai préparé une, vous allez voir. Et c'était merveilleux. Donc, à chaque soir, il trouvait des choses. On avait fait exprès de le faire danser espagnol, parce qu'il avait tout de même tout son fuego espagnol en lui. Et il dansait une rota, une sevillana, comme un vrai danseur espagnol. Mais il a travaillé 6 mois. Il dansait comme un dieu, il était doué comme tout. Puis avec la musicalité qu'il portait en lui, il dansait, c'était fantastique. Regardez dans le grand restaurant, j'ai réglé un petit ballet de rien du tout, mais qui fait avec une grâce folle. C'est la carte sur 1, 2, 1, 2, 3. On répétait à 9h du matin, parce que Louis exigeait que ce soit impeccable, et qu'il commençait à tourner à midi, pour faire ses 8 heures de travail. Alors vous me le faites. Ma femme avait voulu aller à Saint-Tropez, que nous ne connaissions pas. Les journaux parlaient de Saint-Tropez, il se passait des choses extraordinaires. Alors, on était à l'hôtel de la Ponche, et le matin, j'ouvre mes volets et je vois un petit groupe, là, de gens attablés, qui prenaient leur petit déjeuner et qui parlaient. Et j'écoutais, parce que le son était clair, et il disait... J'entendais un monsieur qui disait « Alors, vous me mettez de Funès, et après, je veux des ringards. Hein? Je ne veux pas les payer. Vous entendez? Vous entendez bien ce que je vous dis? Je veux des ringards. » Je regarde ma femme et on rigole, on se dit « Ben, le type qui va être engagé là-dedans, hein, ça va pas être brillant pour lui. » Eh ben, c'était moi. Alors, vous connaissez déjà Merlot et Fougas, alors voici Ricard et Bernier. Mais quand vous ne fatiguez pas, Bon, alors, regardez-vous! Là, j'espère, messieurs, que nous ferons du bon travail ensemble. Écoutez-moi bien. Vous savez que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre. Vous êtes les branches, je suis le tronc. Une seule chose compte, c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées. Ça sera tout, messieurs. Si seulement vous le permettez, mon adjudant. Oui, c'est ça. Alors, pas trop dépaysé. J'espère que vous allez vous plaire ici. Hein? On ne peut pas savoir encore. Je me suis permis de vous amener un petit cadeau. Oh, non, c'est pas gentil, c'est pour fêter mon arrivée. Ah, oui. Nos lettres de créance, comme on dit dans les ambassades. 9 procès-verbaux. Encore le port ici, vous n'avez pas perdu de temps. Oui. Mais le temps, c'est de l'argent, mon adjudant. Mais c'est la voiture de monsieur le maire, ça. Il fallait se pincer pour savoir que c'était lui, la vedette, la star. C'était des amis, c'était des comédiens. Il se sentait comédien, lui aussi. C'était la même famille et alors, bon, au cours des 5 gendarmes que nous avons fait, ça a toujours été le même, quoi.
Il avait besoin d'être entouré des gens qu'il connaissait. Et alors, l'équipe des gendarmes, ça, c'était ses grands amours, quoi. Galabru, nous, c'était formidable. Jean-Sac. Vous avez Madame Cruchot, devant vous, qui rit, qui fume, qui ne devrait pas fumer. Il voulait le plus possible des techniciens qu'il connaissait bien, et maquilleurs, coiffeurs, enfin, les costumiers aussi. Il avait besoin d'être dans sa famille de cinéma. C'est d'ailleurs très agréable pour tous les comédiens. Vous savez, quand on se connaît bien, on a besoin de s'aimer. C'était une façon de se rassurer, une façon d'être à l'aise. Et de ne pas avoir un regard de quelqu'un, parce qu'il en a eu des regards de comédiens qui disent, mon Dieu, oh là là, mais c'est pas possible. Vous savez, vous avez un enfant, il est très drôle en famille, et puis dès qu'il y a du monde, il s'éteint. On lui dit, mais récite ta femme, et il en est incapable, ou il la récite pas du tout aussi drôlement qu'il le faisait en famille. Pourquoi? Parce qu'il était intimidé. De Funès, c'était ça. Donc il reprenait un peu les mêmes, il était content d'être avec les mêmes. À 50 ans, c'en est fini des rôles, il explose enfin. Ce film marque aussi le début du mariage professionnel de Louis avec le réalisateur Jean Giraud. Lui, il admet, et c'est normal que je participe un tout petit peu des fois à la direction d'acteurs, des choses comme ça, dans l'écriture aussi, mais à mon échelle. Moi, je suis incapable de trouver une histoire, incapable. Je ne suis pas du tout un écrivain, ni un romancier, rien. Mais je peux trouver des séquences améliorées. C'est-à-dire, si par exemple, le pâtissier fait un très beau gâteau, moi, je saurais très bien le décorer. Oui, c'est ça. Et c'est un don que j'ai dans le temps. J'ai été décorateur étalagiste, et on m'avait dit ça. Vous mettez la petite chose qui manque pour que ce soit... Et ça vendait, et tout de suite, ils vendaient, par exemple, des chemises de nuit, on ne sait pas quoi, des verres, n'importe quoi. Donc ça se vendait beaucoup plus, parce que j'avais trouvé quelque chose. 7 millions de spectateurs et plus encore d'éclats de rire. Louis de Funès apprend la notoriété en même temps que le succès. Un succès qui se traduira en plusieurs langues. Cette même année, 64, toujours sur la Côte d'Azur, a lieu le tournage de Fantomas. Louis de Funès y rejoint Jean Marais et Mylène de Mongeau pour incarner l'élément comique du trio. Ça a été très charmant à tourner parce que sur la direction d'une belle, c'est un ravissement. Mais ça a été très difficile, par exemple, quand on est sur le train en marche, vous savez, ça a duré 8-10 jours. Des cascades, de l'action, de l'humour, le secret d'un cocktail détonnant qui ravit le public. C'est le secret du comédien, c'est la sincérité. Avant tout, être sincère dans ce qu'on fait et le faire transposer en tout petit comique ou on peut le transposer en dramatique. Par exemple, dans Fantomas, par exemple, il y a une scène d'interrogatoire, eh bien, elle est à 1 millimètre, un quart de petit millimètre de cheveux, toc, elle devient très réelle. Et on ne verrait plus du tout. C'est très mauvais pour les nerfs, monsieur le commissaire gendarme. Tu vas voir. Tu vas voir. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Oui, enfin bon, alors admettons ce mensonge. Alors pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Mais justement, parce que j'avais menti. Tu mens. Il ment. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Tais-toi. Non, écoute. Mais je ne te permets pas de me vouvoyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein? Ça suffit, hein? Écoutez, visiblement cet homme est épuisé et il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule. C'est un état comique, je crois que c'est ça. J'ai la volonté de faire rire là et on fait rire. Film après film, l'inspecteur Juve prendra de plus en plus d'importance, finissant par éclipser Fantomas lui-même. Jean Marais n'en prend pas ombrage et l'entente est cordiale. Le succès est au rendez-vous. C'est aussi en 64 que débute le tournage du Cornio qui réunit à l'écran un couple devenu mythique. Oh non, c'est une catastrophe. Garde-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé trouver Louis de Funès, je lui racontais le thème de l'histoire du Cornio en 3 phrases. Et il a accepté tout de suite de le tourner 8 ou 9 mois plus tard, le temps d'écrire le scénario. Et c'est là que nous sommes mis d'accord pour aller proposer ensemble à Bourvil l'autre personnage, le personnage du naïf.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ma voiture a eu un léger accident hier. Et c'est justement pour ça que je vous ai fait téléphoner ce matin. Vous m'avez été tout de suite sympathique. Je me présente, de Funès. Le Gonville. Ça va, oui. J'adore faire rire. Et j'adore surtout avoir des grands partenaires, comme dans La Cuisine au beurre avec Fernand Bell, et dans celui-ci, avec Louis de Funès. Vous avez pensé à ce que vous allez faire dans ce film, hein? Oui. Oui. Moi, j'ai quelques bons trucs, je crois que... La présence d'un autre acteur comique dans un même film ne vous gêne pas? Ah non, au contraire, ça épaule terriblement le film. Enfin, et puis nous sommes deux natures tellement différentes, on se complète très bien. Ça n'a pas l'air de tellement vous emballer, quand même. Hein? Je disais que ça n'avait pas tellement l'air de vous emballer. Oui, et ben voilà. Et vous, ça va. Vous faites rien, vous, non, rien. Vous jouez sobre. Non, je m'en vais là-bas. Maintenant, je m'en vais. Vous jouez sobre. Voilà. Alors, voilà, bonjour chez vous. Hein. Merci. Un matin, j'ai eu un Louis de Funès extrêmement courroucé qui m'a dit ben voilà, j'ai bien regardé cette nuit le plan de travail, j'ai relu le script plusieurs fois, et voilà le diagramme que j'ai fait. Alors il a déployé des feuilles où le rôle de Bourvil était des pastilles vertes et le sien des points rouges, et il y avait très peu de points rouges et beaucoup de points verts. Alors il a fallu à ce moment-là lui expliquer que Bourvil avait surtout dialogue et lui des choses visuelles, ce qui est le cas, mais ça m'a forcé à me casser le ciboulot et à trouver, par exemple, la scène de la douche. Après avoir comparé de Funès à Chaplin, le prestigieux magazine américain Times adoube le duo comme les Laurel et Hardy français. Il n'y a pas eu le temps... Vous avez confiance en moi? Non, écoutez, vous avez confiance en moi? Oui, écoutez, vous avez confiance en moi, là? Oui. Hein? Oui. Bon, alors... Le Cornio sera un énorme succès. Non. Si. 12 millions de spectateurs, un énorme succès. En un an, 3 films. Et après des années de galère, Louis de Funès devient l'une des vedettes françaises des mieux payées. Étant donné le succès du Cornio, ben on a envie d'en faire un autre, mais je n'ai jamais fait de suite. Ce qui est la facilité, j'ai jamais voulu céder à ça. Donc, pas de deuxième Cornio, mais grande vadrouille. Allons, en route. Debout. Stanislas. Non, mais dites donc, pas de familiarité, voulez-vous? Pas de familiarité. Oh, mais ne croyez pas que vous allez me faire marcher à la baguette, moi, hein? Non, écoutez, mon cher, dites-vous bien que nous ne sommes pas du même monde. Alors, entre nous, il existera toujours ça, voilà. Alors, donnez-moi la main. Non, donnez-moi la main. Mais qu'est-ce que c'est que ce crâne? Faites attention, hein, faites très attention. Bon. Non, attendez-moi. De Funès est un personnage tout à fait opposé au mien. Il a un personnage, je dis bien un personnage, parce qu'à la vie, il n'est pas du tout comme ça. Son personnage est dur. Approchez-vous. Hein? Approchez-vous. Et moi, comme je joue souvent les timorés, ça colle toujours. Arrêtez. Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, Bardi. On est très bien comme ça. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Alors, ne perdons pas de temps. Allez, en avant, alors. C'est un interprète qui a une vertu absolument extraordinaire, Louis de Funès, c'est de pouvoir jouer des personnages odieux sans être antipathique et de leur garder toujours une espèce de côté qui fait qu'il y a un charme et une gentillesse au travers de tout ça. Il aimait bien les personnages, parce que ça faisait partie de son personnage, les personnages faux cul. Vous avez vu, je l'ai eu. Elle est là. Qui? Excusez-la. Quoi? Si vous étiez en train de faire comme ça, monsieur Castagnier. Non, mais enfin, oui, vous avez vu, vous étiez là. Oui, j'étais là. Non, j'étais là, moi. Non, mais comment? Ça, vous voyez, ça, j'aime pas ça. Et tout le temps, dis. Enfin, écoutez, j'aimerais parler d'affaires avec vous. Bon, allons à la maison. Vous avez certains plus faciles. Venez-vous. J'aime bien les fochetons, j'adore les fochetons.
comme personnage, je crois que c'est les plus comiques, ceux-là. La lâcheté, la veulerie, tout un petit éventail très humain. Et c'est dans l'œil tout ça, vous savez. Ah, c'est quoi Dis, il n'y a pas de chantage. Oui, c'est exactement. De Funès était continuellement obnubilé par le fait de, si vous voulez, de la bêtise de l'homme. Parce que son personnage, il l'a construit. C'est pour ça que ça a très bien marché. C'est un personnage qui a été construit à partir de choses réelles. Mon personnage, c'est un monsieur, comme tout le monde, comme vous, comme moi. Un monsieur, il sort le matin et auquel il arrive des catastrophes, comme il peut arriver à tout le monde, un monsieur qui se lève, qui va à son travail. C'est justement tous les embûches qui peuvent être graves, tristes ou comiques, qui font qu'il n'arrivera peut-être pas. Bon, allez, donne-moi ça, allez. Voilà, continue. L'homme, et particulièrement peut-être le français, quand il est petit, quand il est humble, quand il n'a pas de pouvoir, il s'aplatit. Qu'est-ce que c'est? Très bien, il lèche. Il lèche. Voilà ce qu'il faisait. Et puis, quand il est puissant, alors il écrase méchamment l'adversaire. Aïe, excusez-moi, qu'est-ce qu'il a? Non, lui, il croit. Vous voyez? Oh, c'est parti. De Funès adorait critiquer toute forme d'autorité. Tournez-vous. Je suis votre banquier. C'est ma raison de plus. Donc il adorait, comment dire, se moquer de tous les travers de l'être humain, quoi. Bouchez-vous les oreilles. Écoutez, monsieur le la case. Bouchez-vous les oreilles. C'est le rôle de la comédie, que de critiquer les systèmes en règle générale. Mieux que ça. Tout ce qui enlève la dignité de l'homme m'amuse. Ah, moi, pareil, je perds la dignité, on perd la dignité complètement. Tout ce qui enlève la dignité, justement, un petit truc, un petit tendon du pied, tout petit, c'est comme un cheveu, on peut plus marcher. Évidemment, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Que vous me prêtez vos souliers. Bah, vous chaussez du combien? C'est du comme vous. Ah bon? Attendez. Ah, ben là, ça va mieux. Il était très tendre, mais il détestait qu'on joue sur la tendresse au cinéma. Gérard Houry vous dira la même chose. Il avait quelques pudeurs toujours à exprimer un sentiment qui n'était pas un effet comique, quelque chose comme une émotion. Par exemple, pour le coup de la bicyclette, Bourvil voit une patrouille allemande qui débouche, il intercepte, et pour pas qu'ils tombent sur la patrouille allemande, ils sont tous les deux. Là, il y a un grand suspense, toc, 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 la roue de la bicyclette, la patrouille allemande qui passe, le suspense, vont-ils entendre et voir la bicyclette et entendre la roue tourner? Dis merci à Bourvil, qui vient de te sauver la vie. Ah non, j'ai pas envie de dire merci. Je dis, si on te sauve la vie, tu dis merci. Ah bon, bah alors je vais le dire. Et il l'a merveilleusement dit. Je vous remercie. Jamais ne s'attendrir, faire du... Il disait, tu fais du violon. Dès qu'il y avait ou la larmiche, tu fais de la larmiche, ou tu nous joues du violon. Il détestait ça. Vous savez, notre rôle à nous, comiques, c'est de faire rire. Et bien, il y en a assez qui nous font pleurer toute la journée. Les journaux le matin, les nouvelles, oh là là là. Ah non, 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 faire rire, c'est un don. C'est un don de faire rire. On l'a tout petit. Et moi, depuis toujours, en fait, c'est un don. Il faut le garder précieusement. Venez, voyons. Je ne pourrais jamais m'y faire, moi. Mais si, allez, faites pas de soucis. Ah, vous êtes bien le petit Stanislas, hein? Oui, je vous en prie. Rabattez-moi. Ah, pardon. Vous n'êtes pas marié, vous? Non. Moi non plus. Mais ça va pas tarder, hein? Parce que Juliette, la guerre a du bon, et vous? À propos, je voulais vous demander, comment vous me trouvez physiquement? Non, il est tard, il faut dormir. Ah, allons. Bon, allez, bonne nuit. Grande timidité aussi auprès des femmes, comme beaucoup de gens de qualité, qui mythifient la femme. C'est joli, tout ça. Comment ça s'appelle? Sourire des nuits d'été. C'était une tendresse d'un seul coup, un regard d'un homme à une femme, et pas seulement de faire comme ça, non, c'était un autre regard. Et à un moment, il y avait des choses qui étaient peut-être plus graves, sans être très sérieuses, mais qui étaient sincères, qui étaient
comme ça. Il était un peu sur la défensive, dans la mesure où les gens croyaient que dans la vie, il allait faire ce qu'il faisait au cinéma. Non. Dans la vie, il n'était pas un monsieur qui faisait comme ça. Non. Il était capable d'être très drôle dans la vie. Mais, comme c'était un monsieur quand même très réservé, alors il ne poussait pas son avantage trop loin. Quand il avait besoin de s'habiller, Jeanne allait d'abord voir les magasins, repérait, elle lui disait bon j'ai repéré, et en plein été il mettait un manteau, un passe-montagne, parce que c'était une émeute autrement. Et ça, pour lui, c'était pénible. Mais Jeannette a été certainement indispensable. Pendant toute sa vie, elle l'a tenu, aidé, consolé, parce qu'il est tellement inquiet. C'était quand même un écorché vif. C'était un tourment, et je pense que Jeannette devait savoir modérer et calmer tout ça. Dans le choix de sa carrière, d'abord elle lisait tous les films qu'on lui proposait, elle lui donnait son goût et elle avait très bon goût. Tourne pas ça, c'est pas bon, ça c'est intéressant, c'est joli. Elle s'occupait beaucoup de sa carrière. Parce qu'il faut dire qu'il était timide, et quand il n'osait pas dire quelque chose à quelqu'un qui n'allait pas, il envoyait sa femme. Il disait, Jeanne, va leur dire que ça ne me plaît pas. Alors cette pauvre Jeannette, elle était obligée d'aller dire, vous savez ça, je n'en veux pas, hein. Ça ne me plaît pas. Alors qu'elle n'était pas du tout comme ça. Mais Louis lui disait, va Jeanne, va leur dire. En 1966, Louis de Funès rachète leur part aux autres héritiers du château de Clermont sur les bords de la Loire. Il rend ainsi à Jeanne le décor de son adolescence. Lui-même goûte les joies et le calme de la campagne et s'adonne à sa passion du jardinage, tout en se faisant un devoir de parfaire ses exercices de diction. Le château sera désormais un refuge loin des strass et des paillettes. Il s'occupait de ses roses, et regardait fleurir avec amour, il les soignait avec une tendresse infinie, et il était très calme. Ses fils, sa femme, sa famille, c'était son nid, c'était tout ce qui comptait pour lui. Dans le jardin, je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup. Et j'ai trouvé beaucoup de gags et beaucoup de situations, beaucoup d'idées de petites séquences de films. Faire partager l'affiche aux stars du moment que sont Gabin et de Funès est une volonté de producteur. Mais l'alchimie entre ces deux tempéraments explosifs, réunis sous la direction de Denis de la Patelière, ne prend pas et le tournage n'est pas une sinécure. C'était quand même un film très casse-gueule. Comme moi je tournais régulièrement avec Gabin, j'avais refait une équipe qui était plutôt une équipe Gabin. Il est possible que Louis de Funès c'était moins facile pour lui, parce qu'en effet c'était une équipe qui ne le connaissait pas bien. C'est quand même pas facile avec Jean Gabin, faut pas croire que ce sont des violons, faut pas croire. C'est pas l'orchestre symphonique. Hein. Ce qui a tourné jusqu'à présent, c'est très bon. Mais au prix de patience, au prix des choses qui... Je voudrais même libérer de ça. Je préfère tourner avec des gens que je connais, mais même avec des rôles égaux. Je ne veux pas être dans le grand rôle et tout le monde des petits rôles. C'est pas ça. Il était plus difficile de savoir ce qu'il pensait. Il était plus secret, en fait. Gabin, on savait très bien ce qu'il avait dans la tête, hein, parce que ça partait tout de suite. Je ne permets pas à un va-nu-pied de votre espèce de mettre en doute la parole d'un légionnaire. De Funès les intériorisait davantage. Mais dans son jeu, évidemment, il y avait, comme toutes les grandes natures d'acteurs, hein, il y a des choses qui sortent comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que son jeu est assez extraordinaire, parce qu'il surprend. Le nez, le pied, gros pied. Ça, c'est le cheval. Moustache. Et ça, il n'a rien compris. Ils sont amusés l'un et l'autre dans toute la première partie du film. Après, ils étaient un peu chacun de leur côté, voilà, mais il n'y a jamais eu de crise, il n'y a jamais eu de problème. Faites voir. Ce que je ne permets pas, monsieur, qu'est-ce que c'est ce genre? C'est pas la grande rigolade, alors j'en profite pour faire des gammes, quoi. Ça me fait des exercices pour le prochain. J'ai dit un jour à Gabin qu'il n'était pas drôle tous les jours. Malheureusement pour lui, le pauvre. Il n'avait pas mauvais caractère, Louis, mais il était très inquiet. Il était très inquiet, très tendu. Je pense que ça venait de sa carrière. Pendant quand même des années et des années, il avait ramé et fait des seconds rôles, etc. Tout d'un coup, ça s'est mis à marcher normalement. Il est tout à fait en haut.
Et j'avais le sentiment qu'il avait toujours peur de retomber, quoi. Je suis pessimiste et inquiet. Vous n'en avez pas l'air quand même. Certainement pas. Mais je le suis beaucoup. Mais maintenant que la situation s'est un peu dorée depuis quand même, je n'aurais pas le droit. Mais enfin, je suis inquiet pour mes films, inquiet pour des petites choses. J'aime pas être contrarié. J'ai fait 2 films avec lui et c'était pas évident, quoi. C'était pas facile. Il était un personnage tellement lui-même angoissé, il avait tellement peur de ne pas faire rire à chacune de ses apparitions que cette angoisse transperçait, transpirait du personnage et se communiquait à l'ensemble de l'équipe et particulièrement au pauvre metteur en scène. Ambiance tendue donc sur le tournage d'Oscar. Adaptation de la pièce fétiche de Louis de Funès. Un rôle qu'il connaît à la perfection pour l'avoir joué de nombreuses fois au théâtre. C'est pas quelqu'un qui aimait être dirigé. Il trouvait que le metteur en scène était là pour placer la caméra et pour écouter ses directives. On peut pas dire qu'on faisait de la direction d'acteur, on essayait de le cadrer parce qu'il avait tendance à vouloir faire des effets à l'intérieur de chaque plan. Alors quelquefois c'était irrésistible et très efficace et quelquefois c'était un tout petit peu à côté du sujet. Les relations étaient souvent tendues à cause de ça. Merde, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je sais pas, je vais monter sur ses épaules. Mais il n'y a pas que Molinaro qui soit l'objet de ces sautes d'humeur. Son jeune partenaire Claude Rich en fait aussi des frais. Et comme De Funès avait joué la pièce 300 ou 400 fois, et qu'il l'avait joué avec un garçon qui s'appelait Guy Bertil, il me disait toujours, Guy Bertil faisait ça. Alors évidemment, un acteur, ça le vexe toujours. Alors, t'as qu'à demander à Guy Bertil. Monsieur, douteriez-vous de ma parole? Non, pas du tout, mais tout de même. Un jour, j'étais dans ma loge, j'arrive, je dis, mais pourquoi on ne tourne pas? On me dit, De Funès ne veut plus tourner parce que Molinaro ne le fait pas rire. Moi, je perds un temps infini à expliquer au metteur en scène des choses comiques que je sais comiques. Et puis, je ne suis pas infaillible, bien sûr. Mais quand même, dans 80% maintenant, je peux croire que je connais. Eh bien, je vois le public rire à ce que je fais et je leur explique à eux, il leur faut 3/4 d'heure ou une demi-heure ou 1 heure pour leur expliquer, leur trouver, leur jouer et essayer de les dérider, ne rire pas. Ça ne fait pas rire du tout. Il n'avait pas tort parce que, en fait, je riais, mais je n'extériorisais pas mon rire parce que c'était pas ma nature. Alors j'attends toute l'après-midi, assis de fauteuil en fauteuil, et tout d'un coup, ça s'arrange, on reprend notre place, et on se trouve autour d'un bar. Et je dis ma réplique. On était énervés, hein, forcément, ça faisait 6 heures qu'on n'avait pas tourné. Je dis ma réplique, et il me fait... Guy Bertil. J'avais la coupe de champagne à la main, l'énervement, je fais tac. La coupe se met en verre comme ça, et je fais Guy Bertil. Une peur, panique se lit dans les... J'avais les yeux très tirés quand j'ai dit ça. Il a fait « Ah bon ?» Et on a enchaîné. Et puis j'ai été assez malade quelque temps après le film, et j'ai reçu un bouquet de fleurs comme ça, et De Funès m'a écrit « On a eu un petit mot, mais je t'aime beaucoup, tout ça. » Cette scène du nez, il l'avait créée au théâtre, il l'avait mise au point jour après jour avec la complicité du public. Je l'ai fait tout à fait par hasard et j'ai vu que ça marchait. Ça m'a appris qu'un geste, ça m'a appris un peu l'art du mime que je ne connaissais pas. Un geste, vous faites ça, ça, et ça reste dans l'air un certain instant. Je fais une forme et la forme reste. Le public l'avait tellement aidé pour construire cette scène, pour la développer, pour l'amener jusqu'à la folie, que ce public lui manquait terriblement sur un plateau de cinéma et que Louis était prêt à renoncer à cette scène. Mon travail à ce moment-là a été de le convaincre de la tourner, mais pour l'aider, j'ai demandé à mon équipe de recruter les gens qui ne travaillaient pas sur les autres plateaux. On a installé des bancs, on a recréé les conditions d'un petit théâtre. Et là, Louis s'est détendu petit à petit, il a joué la scène, on a tourné à 2 caméras et basta, on a tourné une fois et ça a été fini.
que maintenant je commence à choisir mes scénarios, mes metteurs en scène, je commence à faire un peu ce que je veux et à prendre ma responsabilité maintenant. Dans les films que je vais faire, je peux dire au public qu'il peut y aller. Enfin, s'il me trouve mauvais, ce sera de ma faute maintenant. Parce qu'avant, ce n'était pas de ma faute. Désormais, Louis de Funès choisit et impose son équipe. Soucieux de prendre davantage le contrôle de ses films, il cherche des réalisateurs conciliants et fait parfois en sorte que son fils Olivier rejoigne sa famille de cinéma. Il l'aidait, mais il le traitait comme les autres. Hein. Olivier, fallait qu'il mouille sa chemise comme les autres. Il fallait payer comptant avec lui. Il fallait qu'on lui explique et qu'il sache ce qui se passe et qu'il voit. Il regardait le découpage au début. Quand il sentait que c'était pas bien, on aurait pu le refaire 50 fois. Mais vous aurez eu la peau jusqu'à ce qu'on le fasse 50 fois. Pour lui, pour être sûr, à peu près sûr de lui. Il y a une scène que j'adore dans Le Petit Beignet, c'est quand il débouche des tubes. Non, attendez, refaites-moi ça. Ça va. Je crois que ça, ils l'ont improvisé. Oh, attendez. C'est une seconde dernière fois. Oh, attendez. Oh là là, attendez. Ah, bon, je les garde, ça. Ces deux-là, je les garde. Je vais prendre celui-là. Attendez, il est vide. Ça va très bien, allez-y. Il exigeait que les autres soient aussi durs qu'il l'était lui-même, même pour porter un projecteur. Alors on dit il a mauvais caractère. Non. Il avait mauvais caractère avec lui. Il travaillait comme un fou et il n'acceptait pas qu'on ne travaille pas autant que lui. Travail. On répétait. C'était un bourreau de travail. Un bourreau de travail. Et puis, il truquait pas, il allait à fond. Allez, hop. Je l'ai admiré, hein, parce qu'on l'a carrément tiré dans un trou avec de l'eau par-dessus, hein, peut-être noyé, hein. Il a accepté de faire... Regarde, il y avait un tas de gags extraordinaires dans ce film. Merveilleux. C'est merveilleux. Regardez. Cette chair elle-même. Il avait un énorme sens de l'observation et de l'imitation. Il imitait les animaux. C'est la pie de mer, ça. La pie de mer, bon. La pie de mer. La poule qui trouve un ver et qui va le manger, je suis incapable de vous le faire. Il faisait 5 minutes avec ça, vous hurliez de rire. Ça commençait par des... Il avait un œil. Il faisait l'œil. L'œil devenait... Cet œil bête et inquisiteur qu'a la poule, là. Le numéro de Donald, c'est extraordinaire. Moi, j'étais derrière, je me mordais au sang. Je voudrais jouer des films que les gens rient comme à Guignol, que tout le monde peut voir, que les enfants peuvent voir aussi. Je voudrais rester dans cette chose-là, que mes films, les enfants puissent les voir. C'est beau, c'est très prétentieux ce que je dis, c'est très prétentieux, parce que c'est Charlot qui dit ça. Mais vous savez que c'est un secret professionnel. Oh, je suis rendu entre nous. Bon, alors, pour vous, monsieur le commissaire divisionnaire, alors voilà. Vous prenez 1 Kilogramm Kartoffeln. Für wie viele Personen? Ça dépend. Pour 6 personnes normales ou alors pour une personne anormale, une grosse personne. Alors, 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Je répète, Herr Müller, ich wiederhole. 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Le trio gagnant Houry, Bourvil, de Funès doit se reformer pour un film intitulé La folie des grandeurs, librement inspiré du Ruy Blas de Victor Hugo. Mais la disparition de Bourvil attriste Louis, au point qu'il songe à abandonner le projet. Gérard Houry convainc alors Yves Montand d'accepter le rôle, tandis que Louis de Funès campera dans sa luste. La vie m'a rendu une sauvagerie terrible, un ours non, enfin très sauvage.
Et c'est Yves Montand qui a eu l'intelligence de venir me voir avant. D'abord, il est plus jeune, alors il est venu me voir. Et moi, je n'aurais pas fait un pas, parce que je tremblais de peur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est du musical finalement. Et ça c'est bien, parce qu'avec De Funès, c'est aussi un gars du musical, vous comprenez? Alors il y a complicité déjà dès le départ. Vous savez pas où je suis là? Comment? Non, vous savez pourquoi je suis là? Non. Depuis que vous m'avez quitté, j'ai un cafard épouvantable. Monseigneur ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Si, j'ai énormément pensé à vous depuis ce matin. Donnez-moi votre main. Non. Donnez-moi. Vous me donnez votre main. Oh. Quelle destinée. Vous n'êtes pas beau, elle est belle. Vous n'avez pas un sou. Elle est très riche. Vous êtes idiot, elle aussi. Vous êtes un valet, c'est la reine. C'est écrit là. Well, c'est même pas que j'existe alors. Et si moi, par un coup de baguette magique, je supprimais en une nuit cette différence? Si je faisais de vous... Le maître et le valet sympathisent et s'astreignent tous deux à un régime de sportifs pour suivre le rythme du film. 7 millions de spectateurs saluent l'exploit. Gérard Houry ne va pas lâcher de sitôt son acteur porte-bonheur. Sur la lancée de cette folie salutaire, il tourne les aventures de Rabbi Jacob. Mon personnage, c'est Monsieur Pivert. C'est un bonhomme horrible. Il est anti-tout, lui. Tout, depuis anti-français, anti-voiture, anti-soulet. Et puis après, anti-juif, anti-arabe. Il est anti-noir. Il y a tout. Il est anti-tout. Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas, c'est pas à monsieur que ça risquera d'arriver. Quoi donc? Que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, raciste? Salomon, raciste? Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, vous trouvez pas? De Rabbi Jacob, il y a des passages étonnants où il découvre qu'il a un chauffeur juif. Moi, par exemple, je suis juif. On a l'impression qu'il devient une image fixe, que le plan s'arrête. Comment Salomon, vous êtes juif? Et dans son regard, il y a tout passe. Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Bah si. Mais porte de notre famille, si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Et je suis beaucoup moins intolérant à la fin du film. Et ça m'a fait beaucoup de bien à moi, parce que je ne veux pas me confesser, mais enfin, j'avais des bonnes petites idées aussi anti... il doit m'en rester encore. Mais ça m'a, comme je dis à Gérard Houry, ça m'a décrassé l'âme. Houry et lui avaient laissé rentrer une part de tendresse. C'était, je pense, le côté juif avait amené une chaleur, une émotion qui n'existait pas dans les autres films. Rabbi Jacob marque la dernière collaboration du couple Houry de Funès, qui avait en tête un autre projet sur un dictateur baptisé le Crocodile. Non content de ses performances au cinéma, Louis de Funès joue au théâtre. Il reprend Oscar avec son florilège de dépenses physiques et il ne s'économise pas non plus en dansant la valse des toréadors de Jean Anouilh, retrouvant le goût des mots pour 200 représentations. Je me souviens de son rythme, de sa cadence, un vif, un nerveux, un méchant, un teigneux. Et moi j'aimais bien, on finissait par se battre en scène. Alors, il se changeait, enfin c'était même plus une chemise, c'était une veste trempée. Enfin il y en avait plusieurs par 2 heures. Deux infarctus consécutifs contraignent Louis de Funès à arrêter la pièce. Il part en convalescence au château de Clermont. Merci mon cher Max pour ta gentille lettre. Je suis resté 2 mois à Necker. J'avais demandé que le communiqué soit rassurant afin de ne pas être dérangé par certains journalistes. Il n'eût pas été facile de me voir car j'étais en soins continuels. Je vais beaucoup mieux. Je suis à Clermont. Je retourne à Necker passer 6 jours la semaine prochaine pour un tas d'examens. Je ne sais pas si j'aurai l'autorisation de tourner, mais c'en est fini pour le théâtre. Et celui-ci, il gagnera en sobriété, quoique ce que je faisais était assez léger. L'amour des fleurs, ça réapprend le temps de vivre. Oui, ça redonne le sens, le rythme de la vie, le vrai rythme de la nature qui est calme, qui est lent, qui n'est pas pressé, voilà. Parce que j'ai eu, vous savez, j'ai eu une histoire cardiaque qui était un peu sévère, paraît-il, et c'est ça qui m'a redonné la vie. C'est ici, c'est à Clermont où je me suis senti vraiment bien, au Cellier.
ce jardin m'a forcé à avoir de l'exercice et de marcher, parce que le médecin m'avait dit il faut que vous fassiez 4-5 km par jour. Parce qu'à Paris, je n'aurais jamais fait les 5 km par jour, c'est ennuyeux à faire. Mais c'est avec le jardin, j'en fais au moins 10. Vous en faites de double? Même beaucoup plus. Je crois qu'il a regretté, il s'amusait bien au théâtre. Mais ça le rendait pas triste, il plaisantait avec tout. D'ailleurs, Robert avait fait un petit accident cardiaque, lui un très gros. Il s'envoyait des cartes postales et il signait « Je t'envoie mon électrocardiogramme » et il signait un trait à plat. C'était le genre de plaisanterie douteuse qu'ils se faisaient tous les deux. Il s'efforçait de ne pas s'apitoyer sur lui-même, ça jamais. Le théâtre lui est interdit et sa carrière au cinéma semble compromise. Les assurances refusent de le suivre, ce qui rend frileux les producteurs. Aucun projet de film ne parvient plus au château qui est devenu une cage dorée, mais un jeune producteur, fan de la première heure, va faire preuve de toutes les audaces et prendre tous les risques. Un miracle. C'était le rêve de ma vie de producteur, de faire un film avec lui. Je suis allé voir le grand patron des assurances de l'époque. Je l'ai un peu agressé en lui disant qu'il ne pouvait pas décider comme ça du jour au lendemain qu'un homme tel que De Funès ne tournerait plus jamais. Et finalement, on est arrivé à un mauvais accord, mais à un formidable accord, puisqu'il a malgré tout permis que le film se fasse. Et il a accepté d'assurer une petite partie du tournage, en fait 2 semaines. Mais ça a suffi pour lancer cette énorme machine qui était la cuisse. Pour moi, il était inenvisageable qu'il arrive quelque chose à Louis de Funès, et donc il y avait une ambulance et un cardiologue qui étaient là en permanence sur le plateau. Et d'ailleurs, ça a été le cas sur tous ces films, sans qu'on ait jamais à avoir à les utiliser. Cette brutalité, ces colères, c'est un produit. J'avais fabriqué un produit et tout le monde me demandait que de ce produit-là. Les metteurs en scène, tout le monde voulait non, énerve-toi, énerve-toi, allez, t'appuie dessus. Alors si je voulais faire un peu de dentelle, pas de dentelle, t'appuie dessus. Vous êtes moins coléreux maintenant? Ah oui, oui. Non, puis ce comique, ça ne m'intéresse plus. Et je crois que dans L'aile ou la cuisse, justement, j'ai joué, paraît-il, j'ai joué tout à fait autrement. Et je crois que c'est aussi efficace. Peut-être plus. Mais pour la poularde de Brest, au homard de Roscoff, il faut autre chose. Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée. Le projet de L'aile ou la cuisse a été écrit pour Louis de Funès et Pierre Richard. Et pour des raisons qui lui sont propres, Pierre Richard a décidé de ne pas faire le film. Mais nous avions envie que le partenaire de Louis de Funès soit Coluche. Alors il faut se reporter un petit peu dans le contexte de l'époque. Louis de Funès et Coluche étaient 2 grands artistes, mais qui avaient l'air d'appartenir à des mondes tout à fait différents. On lui a annoncé Coluche et on a senti dans l'œil un certain trouble. Et son fils Olivier est arrivé. Et Olivier a dit oh, formidable, quelle bonne idée, Coluche. Tu vois, papa, je t'avais dit, tu aurais dû aller le voir à Bobino, j'ai le disque à la maison, enfin, etc., etc. Et tout s'est décidé à ce moment-là, et je suis persuadé que c'est grâce à Olivier de Funès que son père a tourné avec Coluche. Gérard, tu es là? Je fais une enquête sur les œufs. Oh, mais tu travailles trop. Coluche et De Funès s'est formidablement placé tout de suite. Et comme souvent d'ailleurs dans les grands comiques, le seul match qui existe entre eux, c'est de se faire rire l'un et l'autre. T'as celui qui fera prendre un fou rire à l'autre pendant une crise. Il me bourre de patte. Il bouge pas, ça bouge pas du tout, lui. Vous avez bon où ça mange? C'est dans la masse. Ah, oh là là. Je suis un acteur lourd. Non. Je suis un artiste vulgaire. Non. 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 Dans la vie, il est rigolo et c'est vrai. Il est très marrant, puis il est sympa, puis en plus il est précédé d'une réputation du genre fais attention, il va te mettre de dos, je sais pas quoi, enfin des trucs dans ce genre-là. Et en fait, il est adorable, il fait pas ça, évidemment. Je suis très contente de tourner avec M. Coluche. On me laisse me mettre de face. Pompier.
Mais on va être de profil, c'est ça. Ça fait rien. Allez, vous avez qu'à me parler, vous. Ah bon. L'intérêt du comédien qui va jouer avec un autre, c'est de le mettre le plus possible à l'aise, parce que plus il va rendre mieux la réplique, mieux on pourra jouer. C'est d'autant plus facile à jouer avec quelqu'un qui joue bien qu'avec quelqu'un qui joue mal. Je dis, vous avez beaucoup de mémoire. Oui, je m'en vais ce soir. Oh merde. Comme Coluche n'avait pas du tout le même type de notoriété que De Funès à l'époque, le nom de Coluche aurait dû être en petit, sous le titre, enfin, etc., comme un second rôle, quoi, en quelque sorte. Enfin, tu aurais pas envie un jour de porter un beau costume comme ça? Ah non, non, merci, non, ça va, c'est ce qu'il faut. Bah, ça vaut bien ton costume de clown. Ouais, mais pas plus, hein. Après le tournage, et après avoir vu le film, De Funès m'a appelé et m'a dit, bien évidemment, Christian, on met De Funès Coluche au-dessus du titre, quoi. Donc, voilà, ce qui prouve à la fois qu'ils ont eu de très bons rapports et que Louis de Funès est un homme particulièrement élégant. On enlève le nez. Trop massif. Maintenant, on enlève le nez. Allez. Dans ses films, Louis de Funès défendra des thèmes qui lui sont chers, la malbouffe dans l'aile ou la cuisse. Allez! Tiens, ça c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Une vague qui est peinte. La tradition dans la soupe aux choux, ou encore l'écologie dans la zizanie. Mais c'est surtout une nouvelle occasion pour lui de se frotter à des comédiens qu'il apprécie, notamment dans la zizanie, où pour la première fois il partage la vedette avec une femme. Bravo! Qu'est-ce que c'est que ça? Mon potager! Qui a fait ça? Une fuite. Et je suis sûr que tu y es pour quelque chose. Mais comment peux-tu croire une chose pareille? Tu mens! En 23 ans, je ne t'ai jamais menti. Un immense acteur, un être que j'aime infiniment. Ah, De Funès, et qui me manque de plus en plus. De plus en plus. C'est quelqu'un de... Comment dire? C'est le talent immense. C'est la drôlerie, c'est l'amabilité, c'est la gentillesse, c'est la discrétion, c'est la timidité. De tourner avec lui, on a ri. C'était mon Guillaume. Guillaume, ma chérie, à l'automne, j'y ai fait mes boutures. Et en février, je planterai mes oignons. Alors, je voulais te dire, l'expansion économique, d'accord. Les Japonais, merveilleux. Mais le reste, jamais. 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 Non, pardon. Yves Robert avait mis en garde qu'il fallait, c'est très dur à mettre en scène, qu'on a rarement réussi. Et puis il me dit, puis alors, il y a cette séance de pétomanie, ça alors ça ne passera jamais. Et moi je lui dis, ben, moi avec moi elle passera. Et on l'a faite d'une façon qui n'est pas grossière, elle est très drôle. Elle est très très drôle. Il ne pense qu'au comique. Il traduit tout en comique. Quoi qu'il arrive, tout en lui devient, tout chez lui devient comique. Il vous raconte un gros ennui de lui, il ne se prend pas du tout au sérieux. Oui, je le vois en comique automatiquement. Oui, je le vois. Souvent, je le vois se transformer en comique. Je vois, tiens, si c'était comme ça. Mais c'est tout. Mais ça reste après dans mon cerveau. Je m'en occupe plus. Il n'y a rien de sérieux dans le qu'est-ce qui est sérieux. Pierre Dac l'avait compris avant. Il n'y a pas de sérieux. J'ai le diabète. Donc t'as vu ça Dans le journal. Tu parles de ton diabète dans la montagne? Mais non, ils en parlent en général dans un article. Puis il y a du particulier dans ce général-là. Eh ben alors? Eh ben alors, ma tante Augustine qui avait du diabète dans tous les coins, on lui a enlevé un œil, elle est morte. Mon cousin Germain Benoît Clou, tout petit dans sa vie, lui aussi il y a eu droit au diabète. Alors on lui a enlevé un œil, il est mort. Alors 1 et 1 pour moi ça fait 2.
La première fois où je suis entré dans le bureau de Funès, il m'a dit alors ça peut être très bien un rôle formidable pour vous, mais ça peut être la fin de votre carrière. C'était très agréable. Allez, entre. Mais De Funès était impardonnable si ce qu'il demandait, s'il n'obtenait pas ce qu'il demandait, quoi. Il avait une tendance à taper du pied. Louis de Funès contrôle tout, du décor au montage, et s'implique de plus en plus dans la mise en scène. À chaque étape de la fabrication du film, il impose ses choix à Jean Giraud. Oui, c'était le patron. Mais enfin, je veux dire, on peut être un patron sur le plateau sans faire régner la terreur. Voilà, mais il faut des chefs d'orchestre, et c'était un immense chef d'orchestre, voilà. Il lui arrivait de piquer des colères sur le tournage parce que il avait pratiquement tout sur les épaules. On disait pas c'est un film d'un tel ou un tel, on disait vous avez vu le dernier de Funès. Je me souviens quand on a fait 4 gendarmes. Et puis au bout de 4 gendarmes, Louis n'a plus voulu en faire. Il a dit oh, puis au bout il s'est passé 8 ans et il a dit un jour tiens je referais bien un gendarme. Et le producteur lui a dit vous me signez une lettre comme quoi vous êtes d'accord pour refaire le gendarme. Il a envoyé cette lettre au distributeur allemand et par retour de courrier il a reçu 1 milliard d'avaloir ancien. C'est vous dire les responsabilités qu'il avait, Louis. On vendait ses films dans une grande partie du monde. Et vous signez. Il a réussi à acheter des films pour des sommes absolument ridicules. Et c'est vrai que De Funès était là-bas une sorte d'icône nationale. Oh merde. Moi je disais à Louis, écoutez Louis, c'est honteux, on ne peut pas vendre un film pour ce prix-là, c'est ridicule, je ne le vends pas. Il m'a dit non, vendez-le, faites-moi plaisir, vendez-les. J'ai dit, mais pourquoi? Ça change rien, ils ont 30 films à vous qui marchent pas bien. Il dit, écoutez, c'est important pour les Russes. Ils voient des jolis appartements, ils voient des belles maisons, ils voient des gens bien habillés. Eh bien, tout ça fera du chemin dans leur tête. Et un jour, les choses redeviendront normales. Voilà. Et c'est sa manière de porter la bonne parole et de faire aussi, au travers de ce film, un petit peu de politique et de montrer que le monde extérieur pouvait être un peu plus joli que ce que vivaient à l'époque les soviétiques. L'avare, c'était pour lui d'abord le moyen de jouer ce personnage qu'il avait en lui depuis 30 ans, 35 ans. Sans toi, il m'est impossible de vivre. De réconcilier théâtre et cinéma, et ça a été un bonheur pour lui, il était au bonheur. C'était un challenge auquel il avait envie de s'attaquer et auquel il s'est attaqué avec une sorte de respect presque excessif pour Molière, puisqu'il n'a pas été question de couper une ligne de la pièce. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on était pieds-leurs. Et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Satan, je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison. À servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Il avait eu sa mère qui avait brusquement cru qu'on l'avait volé et qui cherchait l'argent et que quand elle cherchait l'argent, elle était folle. Elle jetait les matelas en l'air, elle foutait tout en l'air et elle sautait. Elle sautait. On m'a volé, on m'a volé, on m'a volé. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Il s'est inspiré de ça. Et moi, je me disais, sauter, il exagère peut-être. Or, je me suis aperçu qu'il avait raison, simplement parce que, en revenant du cinéma avec mon fils, j'étais dans l'ascenseur, on habitait avec ma première femme au 2e, 3e étage, et j'entends, c'est toi, Michel? Oui, on nous a volés, on a été cambriolés. Ah, alors, j'arrive à hauteur du palier, mais qu'est-ce qu'on a pris? Et ma femme criait, tout. Et elle sautait. À ce moment-là, j'ai pas pensé à ce qu'elle avait pris, j'ai pensé à le Funès. J'ai dit la vérité. Tout. Voilà, la folie. On l'a volé, l'argent, c'est pour ce bonhomme, c'est ça. Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin!
Oh, c'est moi. Il a eu des trouvailles de gags formidables. Non, on peut pas, c'est... Ah. On lui a reproché de ne pas garder le Molière solennel. Non, pourquoi? Il a rajouté des trucs, mais qu'aurait très bien pu avoir Molière. Un bon loup d'or, et pistole bien près du chanteur. Je me rappelle être passé sur le plateau de la VAR et j'ai retrouvé Louis derrière la caméra. Alors, il était en costume de la VAR, mais il était assis sur la dolly derrière la caméra à la place de Jean Giraud. Donc c'était quelqu'un qui aspirait finalement à diriger ses films lui-même. Ce qui primait en lui, c'est la direction d'acteur. Pour ça, maître Jacques, approchez-vous. Je vous ai gardé pour le dernier. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler? Car je suis l'un et l'autre. C'est à tous les deux. Mais à qui des deux, le premier? Au cuisinier. Attendez, s'il vous plaît. C'était le jeu. L'image, il en avait conçu la mise en scène, il en avait conçu l'idée, mais après, c'était le jeu avec ses partenaires. Il avait une façon de vous diriger, mais d'une façon tout à fait amicale et sur un pied d'égalité. Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé. Maître Jacques a donné ce soir à souper. Ah, grande merveille. Dis-moi un peu, nous fera-t-il bonne chère? Oui, si vous me donnez de l'argent. Oh, que diable, toujours de l'argent. Il semble qu'il nous coûte autre chose à dire de l'argent, de l'argent, de l'argent. Son état de santé pour jouer dans La VAR et d'autres films l'ont certainement entravé, mais tout de même, pour Louis, quand je le regardais quelquefois comme ça, il était souriant. Il me souriait, là, je l'admirais, ce courage. Que de chance assemblée. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Hé, de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? J'ai pu apprécier à quel point Madame de Funès aimait son mari et d'une manière presque héroïque, parce qu'à l'époque où il s'est remis à tourner après son accident, elle avait parfaitement conscience que le prochain accident serait définitif et qu'évidemment le fait qu'il tourne, c'est un énorme risque. Et je me rappelle qu'elle a dit bon, il arrivera peut-être quelque chose, mais enfin, grâce à ça, il sera heureux, quoi. Et c'était assez poignant, quoi. Voilà. Je crois qu'elle aurait été détruite, qu'il disparaisse, mais qu'elle aurait été encore plus malheureuse si lui avait été un homme triste et seul et éloigné des caméras. T'offrir une chanson là devant ta maison et te dire en secret que mon cœur bat pour toi. Après 138 films, 14 ans au sommet du box-office et plus de 120 millions de spectateurs français, Louis de Funès reçoit en 1980 un César d'honneur qui vient rendre hommage à l'ensemble de sa carrière. La reconnaissance de ses pairs est tardive, mais Louis est beau joueur et apprécie le geste. Je crois qu'il y a toujours une grande distance des gens de cinéma vis-à-vis de tous ceux qui font de la comédie. Les grandes vedettes comiques peuvent compter sur un nombre assez limité de réalisateurs. Je crois que c'est un type de comédien qui fait peur à beaucoup. Il aurait voulu tourner avec Polanski. Oui, il entendait le matin à la radio qu'il était traité de ringard. Alors il aurait voulu lui aussi qu'on parle de lui dans les sphères un peu intellectuelles, comme un homme. Il a bien tort, parce que finalement, il reste lui. Lui, il reste. Hein. Le 27 janvier 1983, Louis de Funès succombe à un autre infarctus. Ce génie comique a su imposer un rythme inégalé dans la comédie et surtout oser jouer les antipathiques tout en gardant à vie notre sympathie. Malgré le snobisme d'une certaine intelligentsia répugnant à perdre le contrôle dans un fou rire, le public, qui ne se trompe pas, a reconnu en Louis de Funès le monstre sacré qu'il était et qu'il restera. Alors on va fermer? Oui, c'est fini. Mais attends. On va leur tirer un dernier baroud d'honneur. Mon Dieu! C'était un tas de choses, voilà. Ah! Hey! 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 C'est un adulte qui fait des bêtises et ça ravit les enfants. Normand! Regardez en l'air! Délire!
delicious. Mange, mon fils. C'est délicieux, mange. Que c'est bon. D'un coup, on est invité auprès de quelqu'un qui est rare. Et Louis est quelqu'un de rare. Il y en a 4 ou 5 dans le siècle de comiques comme ça, de force comique comme ça. Et c'était vraiment un comique tout à fait à part, unique, français, à part, un pluriel dont nous avons de plus en plus besoin. Oui, on le sait. Plus un franc, plus un sou. En 4 pépins, toc. Œil de biche. Bon, écoute mon petit coco. Alors d'abord, je ne suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco? Ah, de Funès, c'est le plus grand acteur que je connaisse. Louis exprime très fortement des sentiments universels. Calme-moi, calme-moi! Et le temps n'a pas de prix sur cette expression. Oh, il est charmant. Viens ici, mon tout petit. Tu enfonces-toi un café, rien, mouchard, je supporte. Il était unique, on dit, personne n'est irremplaçable. Si, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Il n'y a pas de Mozart, il n'y a plus de Mozart, c'est irremplaçable, il n'y a pas de Victor Hugo. Oh là là, mon petit. Nous sommes tous uniques, nous sommes des spécialistes uniques. Alors, si on est un con, on est un con unique. Et si on est Louis de Funès... Alors moi, il m'épate.